Donc, tout d'abord, merci d'avoir renoncé aux discours officiels du Grand Amphi pour venir me voir. J'apprécie. Ça doit être un effort insurmontable. Non, je vais vous parler. J'ai l'opportunité de vous parler aujourd'hui des DTX, qui est un sujet qui me passionne, et je voudrais simplement aujourd'hui essayer de vous faire partager une conviction personnelle. Donc, moi, je travaille chez Pierre Fabre en innovation. Il se trouve que je suis également, je suis là aussi à double titre parce que je suis également le président du conseil d'école de l'ISIS, donc aussi particulièrement concerné par toutes les problématiques de santé numérique. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de DTX. Donc, déjà un petit sondage dans la salle qui a déjà entendu parler de ce terme DTX. Donc, il y a voilà, une moitié à peu près de la salle. Donc vous ne serez pas surpris par ce que je vais vous montrer, mais on va parler de quelque chose qui émerge. Hein. C'est vraiment un fait d'actualité aujourd'hui qui est en train d'émerger dans le paysage de la santé numérique et de la santé en général. Donc, on va parler rapidement un agenda, on parlera des TX, on va essayer de définir un peu de quoi il s'agit. Et puis surtout, l'essentiel de ma présentation va porter sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Et quand je dis en ce moment, c'est vraiment, dans la période actuelle, c'est depuis quelques mois simplement. On est comme je vous disais, sur un sujet vraiment d'actualité. Et puis on regardera très rapidement. Si on a le temps, on prendra quelques questions, mais je vous dis, le créneau est assez court. Donc DTX, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que DTX ? En fait, c'est un terme qui vient... qui a été créé il y a quelques mois en fait, et qui s'inspire de la terminologie qu'on connaît bien dans la santé, dans le monde du médicament notamment, avec les médicaments RX de prescription, l'OTC, l'OTX, etc., qui veut donc dire Digital Therapeutics. C'est je dirais, suprême consécration. C'est un terme qui existe déjà, qui a déjà sa définition dans Wikipédia. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est toujours assez intéressant, et qui est déjà défini, et dans la définition a certainement déjà évolué depuis dans Wikipédia. La définition, clairement, si on reprend les travaux d'un organisme dont je vous reparlerai tout à l'heure, qui s'appelle la Digital Therapeutic Alliance, qui fait un travail remarquable de définition et de cadrage un petit peu de ce secteur, c'est en fait une solution digitale prescrite ou recommandée, qui a un effet démontré, ça c'est extrêmement important, effet démontré, donc le plus souvent par des essais cliniques. C'est ce qui va permettre notamment de différencier, de distinguer les DTX de toutes les applications de bien-être, de wellness. Donc ça c'est un élément très important, pivotal, et qui va améliorer, je dirais, un traitement existant, voire même le remplacer. On peut se retrouver dans des situations où, sur certaines pathologies, effectivement, l'ambition de certaines de ces thérapies digitales est même de remplacer les traitements médicamenteux. Donc on est sur quelque chose d'un peu nouveau. Un point important aussi, on est également, c'est intéressant, je ne sais pas si vous connaissez les travaux du CEPS. Alors ce n'est pas le CEPS, le Conseil économique des produits de santé, c'est les travaux d'un groupe qui est à Montpellier, sous la direction du professeur Nino, qui fait un travail remarquable sur l'évaluation des interventions non médicamenteuses, et qui a notamment dans ce cadre-là défini une classification dans laquelle on va retrouver justement en tant que telles ces interventions numériques de santé. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil à cette plateforme, à côté d'autres interventions qu'on connaît, y compris, on parle beaucoup d'homéopathie aujourd'hui, de phytothérapie, voilà. Les DTX dans le cadre de l'e-santé, parce que la difficulté aussi, c'est de bien, dans le cadre d'un travail de démarrage, on va dire, et d'initialisation d'une industrie, c'est aussi de bien positionner les DTX dans l'e-santé. Aujourd'hui, la e-santé, c'est quelque chose de très vaste. Hein, la preuve, aujourd'hui, dans l'université d'été de la e-santé, on aborde énormément de sujets. Donc, on parle évidemment de télémédecine. Alors, je suis désolé, ça ne se voit pas très bien, mais enfin, on parle de tout ce qui est télémédecine, on parle de tout ce qui est data, on parle de tout ce qui est outils d'aide à la R&D, par exemple, le développement de médicaments. Là, on est vraiment sur un subset, sur vraiment un segment particuliers de l'e-santé qui sont des logiciels, principalement des softwares qui peuvent être accompagnés d'objets connectés qui ont une vocation thérapeutique. Donc on est vraiment, pour des labos pharmaceutiques comme le mien par exemple, on est vraiment sur le terrain de l'offre et non pas de l'outil. Hein, j'espère que je suis clair là-dessus, ce sont des solutions potentielles de soins. Et puis tout ça est supporté évidemment par, je dirais, toutes les couches de data, d'objets connectés et autres. Le terrain de jeu.
On va pas parler effectivement de DTX dans tous les secteurs de la santé. Il est évident que affirmer aujourd'hui qu'on peut soigner un cancer avec un software, ça va faire rire beaucoup de monde et ça serait complètement inconscient d'annoncer cela. En revanche, il y a des aires thérapeutiques dans lesquelles c'est plus particulièrement adapté. Ces aires thérapeutiques, on va les retrouver notamment dans tout ce qui est maladie chronique. Donc là, on est plutôt sur de l'accompagnement, tout ce qui est par exemple BPCO, même cancer. Vous voyez cancer apparaître néanmoins sur cette classification, mais cancer, c'est plutôt là dans des logiques d'accompagnement, de soins, de supportive care autour du cancer et pas directement de traitement du cancer. Des aires thérapeutiques dans lesquelles les DTX s'expriment pleinement, c'est notamment tout ce qui est addiction. Vous verrez dans les exemples que je vous montrerai, c'est les addictions, tout ce qui est smoking cessation, sevrage tabagique, tout ce qui est dépendance aux opioïdes. On retrouve les DTX sont pleinement là-dedans. La neuropsy également, tout ce qui est douleur, tout ce qui est dépression est également un champ de jeu également très important aujourd'hui. Mais aussi, on va retrouver des thématiques autour du bien vieillir, la nutrition, la remédiation cognitive, des choses de ce type-là. Alors ça, c'est le champ à aujourd'hui, parce qu'il y a fort à parier que si on en reparle dans un an, par exemple, ce champ de jeu aura certainement été élargi. Moi j'ai même identifié dans des développements là, chez des compagnies qui font des DTX aujourd'hui dans tout ce qui est hyperactivité, enfin overactive bladder, tout ce qui est incontinence urinaire. Donc, vous voyez, on peut se dire a priori on n'est pas. Mais tout ce qui touche le comportemental et le cognitif est un terrain de jeu privilégié pour ces DTX. Mise en garde. Quand on parle de DTX, il y a des choses aussi, on est souvent, je dirais, enclin à être taxé de on est face à la gadgetisation possible hein, de ce type de démarche, voire même le charlatanisme. Affirmer des choses sans preuve clinique, on peut se retrouver très rapidement décrédibilisé. C'est pour ça qu'un organisme comme la Digital Therapeutic Alliance a besoin aussi de mettre un cadre et de quelque part de protéger de ces biais potentiels. Il y a d'autres aspects qu'il faut avoir en tête. Alors ça, je vous le passerai rapidement. C'est des problèmes d'alignement des intérêts. On est sur une industrie naissante. Il faut construire les bases. Il faut convaincre. Donc, convaincre les patients, convaincre les professionnels de santé, convaincre les autorités de santé. C'est un gros boulot là-dessus, donc qui est à faire. Et puis des choses aussi un peu évidentes, mais dès qu'on parle de traitement, quand un traitement est actif, il y a forcément des adverse events, des effets secondaires. Donc il y aura un travail à faire. Il va y avoir un travail, je vous l'annonce, à faire sur ces thérapies digitales, sur les effets secondaires de ces thérapies digitales. Certains éditeurs aujourd'hui commencent à dire ah oui, attention, oui, mon traitement digital, il tape, donc forcément, il a un effet secondaire, donc forcément, il faut s'en prémunir. Donc ça, c'est un aspect. Il y a un autre aspect qui concerne plus le développement et qui rejoint un petit peu les problématiques sur les dispositifs médicaux. C'est également un sujet autour des développements, la compatibilité entre le temps d'un essai clinique, par exemple. Un essai clinique randomisé, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans sur certains essais. Et la notion de versionning des softwares. C'est-à-dire vous commencez en médicament, on commence avec un médicament figé, et puis on l'évalue pendant 2-3 ans. Là, vous commencez avec un software qui va, pendant la durée de l'évaluation, qui va continuer à vivre. Donc ça, c'est des problématiques spécifiques qu'il va falloir prendre en compte. Je passe très rapidement, ça c'est les cycles de vie un petit peu, ça c'est le cycle de développement d'un médicament avec beaucoup d'investissement au départ, un gros risque et puis des effets, un chiffre d'affaires attendu important qui baisse après avec les génériques. Un produit OTC, c'est un cycle de vie avec un peu moins d'investissement au départ, un risque moindre et une durée de vie un peu plus longue mais des revenus plus faibles. Et sur les DTX, c'est un modèle en fait avec un cycle de vie certainement court, mais aussi un versionning obligatoire. C'est-à-dire qu'un médicament, on a des médicaments chez Pierre Fabre qui sont sur le marché depuis 40 ans, 50 ans. Un DTX, il va falloir l'entretenir en permanence. Donc il y a un paradigme très, très différent qui arrive. Que se passe-t-il en ce moment? Justement, alors là je vous ai mis ça sous forme un petit peu de clin d'œil. Aujourd'hui, la rencontre du troisième type, c'est un peu ça, oui. Et c'était le titre un peu de ma keynote, c'était de dire, est-ce qu'on est face à une troisième vague thérapeutique? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est des Américains qui sont penchés sur la question et qui notamment pensent que après en fait, l'arrivée de la chimie il y a 120 ans, des biothérapies il y a 40 ans, le numérique en tant que tel va être la troisième vague thérapeutique qui va non pas remplacer les deux précédentes, mais qui va certainement se combiner. Quand les biologiques sont arrivés il y a une quarantaine d'années, ils n'ont pas remplacé la chimie. On fait encore des médicaments sous la chimie, mais notamment ils se combinent.
On a ce qu'on appelle aujourd'hui des antibody drug conjugates, des conjugués entre notamment des anticorps et puis des cytotoxiques. Je pense qu'on va arriver très rapidement à des antibody drug digital conjugates. On va avoir des thérapies, des arsenals thérapeutiques complets avec associant, pourquoi pas, la chimie, de la biologie et du digital. Donc ça, c'était dans un article de MIT qui a été sorti en 2017, et c'est Andreessen Horowitz, là c'est un cabinet venture capital qui a fait cette annonce un petit peu provocative, enfin provocante en bon français. Mais voilà, il faut avoir ça en tête. La menace fantôme, ça c'est par rapport au labo pharma. Est-ce que c'est une menace pour la pharma ? Alors on peut se dire, non, puisque ça ne va pas remplacer la chimie, ça ne va pas remplacer les biothérapies, ça ne va pas remplacer ce qui existe, et puis on ne soignera pas tout, comme je vous l'ai dit, avec des thérapies digitales. Donc bien entendu que non. Mais il faut quand même garder un œil là-dessus, parce qu'il y a certains acteurs du digital therapeutics qui ont décidé, par exemple, de ne pas forcément passer par un partenariat avec les pharma pour distribuer leurs produits, mais d'aller tout seul sur le marché. Donc ça, c'est à surveiller. Autre aspect beaucoup plus récent, c'est la semaine dernière, c'est l'annonce par Blue Shield, qui est une assurance US, qui a décidé d'activer ou de réactiver une plateforme, en fait, une marketplace pour ses adhérents, une marketplace de DTX, donc d'un arsenal de digital therapeutics qui va être mis en ligne sur cette marketplace. Donc, à surveiller. Donc, ce n'est pas une menace pour la pharma, mais en revanche, ça va venir bousculer, ça va venir perturber les habitudes de la pharma. Ça, c'est très clair. Rapidement, je vais vous faire un passage un peu sur tout un panel de tous les types de solutions qu'on peut avoir. Donc là, vous avez un sujet, par exemple Gaia, sur la dépression. C'est commercialisé en Allemagne depuis 2 ans maintenant, et c'est partenarisé avec Servier. Je vous passe vite. Virtael, ça c'est dans le diabète. Traitement de diabète de type 2 aux États-Unis, ça c'est un sujet très important. Vous avez Pair Therapeutics. Alors ça c'est un des pionniers qui a notamment partenarisé avec Sandoz, Novartis, sur la prise en charge des addictions. Donc il y a 2 produits aujourd'hui. C'était le premier produit digital qui a obtenu une approval FDA, donc un pionnier sur le marché. Ce qu'on appelle un lighthouse qui éclaire vraiment l'émergence de ce domaine. Akili qui fait un jeu vidéo sur l'ADHD, tout ce qui est syndrome des enfants, hyperactivité des enfants. Click Therapeutics, c'est amusant, c'est une boîte, c'est un acteur important, ça sort pas bien, je suis désolé à l'écran. Click Therapeutics, c'est un acteur important qui a notamment eu un investissement de Sanofi assez important, 17 millions de dollars il y a quelques temps, qui est dans tout ce qui est smoking cessation, donc tout ce qui est addiction au tabac. Mais ils font également, c'est eux qui sont en train de développer tout un arsenal en fait de thérapie digitale dans plein de secteurs. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'ils mimiquent complètement l'approche des pharma, puisqu'ils présentent leur portefeuille de la même façon qu'une entreprise pharmaceutique le ferait. Donc c'est assez amusant de voir qu'ils adoptent les mêmes codes finalement que les pharma. Et donc ils ont signé un accord récemment avec Otsuka, un gros accord, pour développer un traitement justement de la dépression. Volontis, Cocorico, un bon français, qui est une belle boîte française qui est à l'origine notamment de la création de la DTA, avec Pierre Laurent comme CEO. C'est une des rares boîtes d'ailleurs de DTX qui soit cotée dans le monde. Qui a travaillé notamment sur le diabète avec Sanofi depuis pas mal de temps. Ils sont assez pionniers aussi dans le domaine. Je passe rapidement Proteus, ça c'est quelque chose de différent. C'est une pilule, un médicament digital en fait. C'est le fait d'ajouter à un médicament existant un petit chip qui va être activé quand il arrive dans l'estomac et qui va permettre d'envoyer un message au téléphone portable, et qui est quelque chose de assez remarquable, qui est à mon sens le seul dispositif aujourd'hui qui permet de dire à coup sûr qu'un médicament a bien été ingéré. Donc c'est assez révolutionnaire. Proteus et un gros accord avec, je fais tomber la valise, un gros accord avec Otsuka. Cocorico aussi, Lucine, et ça c'était l'an dernier, Lucine qui était Grand Prix l'année dernière des trophées de la e-santé ici à l'université de la e-santé, qui est une entreprise bordelaise qui travaille dans la douleur. Et là aussi, vraiment même une promesse de digital drug, c'est-à-dire un dispositif qui permet de mesurer, d'évaluer, d'analyser et surtout de prendre en charge la douleur, sans autre traitement pharmacologique. Donc c'est assez intéressant à suivre. L'Empire contre-attaque, c'est quoi? C'est fait que les pharma commencent à se réveiller puis passent des accords. J'en ai cité quelques-uns au passage. Donc Pair Therapeutics avec Novartis Sandoz. À noter que Sandoz, c'est la filiale de Novartis qui prend en charge cet étendard digital. C'est la filiale générique.
On peut se dire un génériqueur n'est pas à la pointe de l'innovation. Et ben en fait, ils sont en train de démontrer le contraire. Et c'est eux qui sont réellement pionniers en mettant sur le marché aux États-Unis 2 produits dans le traitement des addictions, et notamment un qui est très important dans le traitement des addictions aux opioïdes. Vous savez qu'il y a une crise des opioïdes importante aux États-Unis, et ils sont en première ligne là-dessus. Je vous disais, Click Therapeutics et Otsuka, hein, des gros accords, hein, c'est 80 millions d'US dollars d'upfront. On est comparable, on est maintenant dans des métriques comparables à celles des biotech, hein, sur certains domaines. Otsuka qui est très actif, Volantis avec Sanofi. Voilà, je passe rapidement parce que je vois que le temps tourne. À signaler Wigel Servier qui a une structure dédiée maintenant à ça, hein, avec une quinzaine de personnes aujourd'hui qui travaillent chez Servier, dans une entité un peu à part, sur la détection et la commercialisation, le fait d'amener sur le marché ces solutions digitales. L'Odyssée de l'espace, c'est juste pour montrer que c'est une industrie qui se structure avec donc cette fameuse Digital Therapeutic Alliance dont je vous parlais. Au départ, il y a 5 fondateurs qui sont des boîtes de DTX qui disent il faut qu'on s'organise. Et puis là, au bout de 2 ans, en fait, il y a une trentaine de membres déjà. Là, il y a simplement et vous voyez des gens comme Bayer, des petites sociétés pharmaceutiques comme Bayer, comme Merck, comme Novartis, comme Sanofi, qui adhèrent. Certains pour voir, d'autres pour être acteurs. Donc, il y a vraiment, c'est un signe qu'il y a vraiment quelque chose qui démarre. La FDA aussi, c'est important, hein, avec un programme de Precert que vous connaissez sans doute, qui est là aussi, alors qui n'est pas dédié qu'au DTX, mais qui va favoriser l'émergence de ces DTX. Je ne vais pas rentrer dans ce programme Precert, il a été et il sera, je pense, présenté autrement. Mais c'est pour montrer que la FDA est très active pour encourager l'émergence de ces solutions-là. Et un petit truc, un petit signal aussi, hein, important. Parmi la FDA a fait un appel d'offres il y a quelques mois pour identifier des solutions justement pour arriver à traiter pour trouver des solutions sur cette crise des opioïdes. Et parmi les sujets qui ont été retenus par la FDA, il y a un sujet qui est un sujet d'ITX. C'est Cognificence, qui est une boîte qui travaille sur la réalité virtuelle, voilà, sur l'addiction. Donc ça aussi, c'est un signe que ça émerge, ça arrive. Il y a également des congrès aussi, hein, qui sont en train d'arriver. Donc il y a le Rock Health Summit, le Rock Health, c'est un fonds dédié aux États-Unis. Donc c'est un congrès qui réunit en fait sur la santé. C'est un peu le pendant américain, le petit frère américain de l'Université d'été de la e-santé. Non, je blague. C'est un gros congrès, mais c'est dédié. Alors c'est e-santé en général, mais il y a de plus en plus de DTX. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des congrès maintenant dédiés au DTX. Alors ça, c'est vraiment affiché en tant que tel. Il y a un congrès Est, un congrès Ouest chaque année, deux fois par an aux États-Unis. Il y a un congrès Frontiers Health à Berlin qui se passe maintenant chaque année à Berlin, qui aussi met l'accent sur toutes ces nouvelles approches. Et puis l'émergence, là, très récemment, donc en juin 2019, d'un DTX Europe à Londres, donc qui commence à organiser, à fédérer l'écosystème. Très intéressant de voir que dans cette industrie émergente, il y a une notion de communauté. Alors ça durera le temps que ça durera, mais il y a une notion de communauté, d'intérêt, où les gens échangent beaucoup, partagent beaucoup, parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup à gagner ensemble, à définir, à convaincre. Donc c'est assez intéressant comme état d'esprit, comme démarche. En France également, pas loin d'ici, à Bordeaux, la semaine dernière, il y avait DTX Science, c'est le premier congrès français dédié au DTX, organisé donc par Lucide, mais également par le Conseil national du numérique. Et aujourd'hui, nous avions Dominique Pont tout à l'heure qui présentait la politique de Ma Santé 2022. Il y avait son binôme qui est Laura Letourneau qui présentait la même chose dans ce congrès la semaine dernière. Voilà. Donc c'est des signes, tout ça, des signes que ça commence à bouger. Il y a des fonds également qui sont dédiés, alors pas que au DTX, mais quand même très centré là-dessus. Il y a un fonds de la BPI qui a émergé il y a quelques mois. Vous avez le fonds Rock Health qui existe aux États-Unis depuis pas mal de temps, qui est dédié à ça. Et puis il y a un truc intéressant, c'est une initiative assez marrante, je trouve. C'est un fonds américain qui s'appelle Hippocrate VC qui est dédié au digital therapeutics et qui est abondé en fait par des médecins. Ce sont des médecins qui investissent à titre perso. Donc voilà, je trouve que c'est une dimension assez intéressante de cette évolution. Voilà, brève histoire du temps, c'est juste pour vous répéter qu'on est sur quelque chose qui est une existence vraiment courte et on est sur une accélération aujourd'hui. Là, on pourrait continuer, ce schéma n'a pas été mis à jour, mais il y a chaque jour, chaque semaine, vous avez des choses qui sortent sur les DTX, des nouveaux traitements qui arrivent, des approvals qui arrivent. Donc on est sur un secteur en pleine émergence et en pleine accélération, complètement.
La suite, j'aurais tendance à dire que la suite, c'est à nous de l'inventer, le futur de la santé, mais je vais insister sur 2 points. Aujourd'hui, c'est une industrie émergente. Il y a quelques marqueurs forts. Il y a beaucoup de signaux faibles et puis de signaux évidents. Il y a beaucoup de marqueurs forts. Il y a des exemples qui arrivent. Il manque aujourd'hui une chose, c'est un premier succès commercial. Aujourd'hui, les plus avancés PR Therapeutics avec Sandoz, avec Novartis, ont commencé à commercialiser leur solution. Ils nous annoncent une publication de leurs premiers chiffres sur la fin de l'année, pour l'année 2019. Mais c'est ce qui manque à cette industrie. C'est encore pour convaincre de dire, voilà, c'est une industrie qui existe et qui fait X de chiffre d'affaires. Il y a plein d'études. Si vous tapez DTX sur Internet, vous allez trouver plein d'études qui vous promettent des milliards d'euros, des milliards de dollars à 5, 6 ans, à 10 ans. Personne n'en sait rien. D'accord, donc c'est très compliqué à dire. En revanche, il manque aujourd'hui un premier succès commercial majeur. Et puis, je dirais, l'autre aspect, c'est qu'on parle de DTX aujourd'hui. Le futur des DTX, c'est que c'est le jour où le terme va disparaître. C'est-à-dire que ça sera complètement intégré dans les arsenaux thérapeutiques des médecins. Et puis on ne parlera plus de DTX, comme on ne parle plus de chimie. Aujourd'hui, on parlera d'un médicament. Tiens, tu as pris ton Abilify, tu as pris ton truc, tu as pris ton machin. On ne dira pas tu as pris ton soft ou tu as pris ton DTX. Voilà. Donc ça va sans doute très rapidement passer dans l'arsenal thérapeutique et se fondre dans l'arsenal thérapeutique complet des professionnels de santé, avec aussi, pour faire écho à la thématique de santé durable, alors je ne me suis pas jeté dedans, les organisateurs m'ont demandé de faire l'articulation avec la santé durable, je ne me suis pas jeté dedans parce que comparer l'empreinte carbone d'une boîte de médicaments avec l'empreinte carbone d'un software, avec ses empreintes data center, etc., je ne me suis pas jeté là-dedans, mais on peut se dire en tout cas que ça offre des possibilités de diffusion en tout cas. On parlait tout à l'heure beaucoup de distribution, d'éthique, d'accessibilité. Ça offre pas mal de possibilités en termes de diffusion de ces traitements à un plus grand nombre de personnes que les traitements actuels. Voilà. J'ai été un peu rapide peut-être, mais je veux garder 5-6 minutes pour les questions, s'il y a des questions dans la salle.